Bonsoir, bienvenue dans Observatoire. C'est tout nouveau. Maintenant, j'invite des acteurs et des actrices de l'art, des différents domaines artistiques. Et ce soir, du coup, je vais commencer avec Léna Pénard. Léna qui vient de nous rejoindre sur le live. Bienvenue tout le monde. Merci de vous joindre à nous pour ce live qui durera jusqu'à 20h. Hello Léna. Hello! Tu m'entends? Oui, très bien. Et toi? Je t'entends très bien. Super. Bon, comment vas-tu depuis notre petit test technique de tout à Mais l'heure? écoute, très bien, très heureuse. J'avais hâte en fait, je crois, de ce live et de cette discussion. Donc j'en suis ravie. Je suis très contente. Bon, je suis contente que ça te fasse plaisir d'échanger avec moi et puis on a hâte d'entendre toutes les super choses que tu vas nous raconter sans pression aucune, hein. Mais voilà, je sais très bien que tout ce que tu vas pouvoir nous raconter ce soir va être très utile aux personnes qui sont déjà dans le milieu de l'art ou qui cherchent à s'insérer dedans. Donc, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Surtout Ouais. que c'est la première édition d'Observatoire. Donc, voilà, je vais juste dire un petit mot sur Observatoire. Et ensuite, je te présenterai rapidement. Donc, Observatoire, c'est des invitations que je fais à venir échanger avec moi en live, en Insta Live, comme on le fait ce soir avec Léna, sur les différents métiers des acteurs et actrices culturelles du marché de l'art ou du spectacle vivant, de tous les marchés en fait qui existent et qui concernent les artistes actuels. Donc, pour vous donner les clés de compréhension, en vous permettant d'accéder à des ressources et des informations venant directement des acteurs qui, comment dire, ont un impact sur les prises de décision, sur comment les choses s'opèrent, et donc qui seront des interlocuteurs, des interlocutrices pour vous faire évoluer dans vos pratiques ou qui pourront être en tout cas des personnes ressources pour vous conseiller sur la meilleure manière d'aborder votre pratique. Voilà pour Observatoire. Moi, je suis donc Julie Gamitia, accompagnatrice d'artistes. Je suis basée à Biarritz. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Léna à un événement. Donc, merci aux organisateurs de l'événement de t'avoir invité ce jour-là parce que j'ai beaucoup aimé t'écouter et il se passe plein de belles choses au Pays Basque. Donc, j'ai hâte que tu nous racontes aussi quel est le projet que tu as mis en place. Et donc, moi, j'accompagne les artistes de toute pratique. Donc, voilà, sentez-vous libre de me contacter via MP ou autre si vous avez envie d'échanger sur votre projet personnel. Maintenant, Léna, pourquoi toi? Pourquoi nous aujourd'hui? Alors, je trouve qu'on a des aspirations en commun, des valeurs en commun, et du coup, j'avais très envie de t'inviter, aussi parce que j'ai l'impression que dans ton travail de commissaire et de critique, tu as à cœur de mettre en avant des projets qui ont du sens et qui partagent des valeurs, comment dire, de diversité, d'inclusion, et qui montrent que le beau est subjectif, mais qu'on peut le trouver partout. Je trouve que c'est assez engagé, en fait, la démarche que tu as dans ton travail. Peut-être que le mot est un peu fort, mais tu nous expliqueras. Mais non, Et mais t'en prie, moi j'adore t'écouter parler. en... Tu le dis Merci. très bien. Et du coup, donc, ce soir, tu vas nous présenter tes casquettes de commissaire d'exposition, curatrice et critique d'art, mais aussi cofondatrice de Encore, dont
donc espace de diffusion basé à Biarritz. C'est ça, tout ça. On va avoir Ça en fait des choses. beaucoup de choses à aborder, ouais. On va pas avoir le temps de tout aborder ce soir, mais en tout cas, on va essayer de vous donner le plus de clés de compréhension possible à travers les questions qu'on a préparées pour vous et, euh, et pour tout échange plus approfondi. Voilà, Léna et moi, on sera ravis de pouvoir échanger avec vous en privé. Je sais que tu es assez réactive sur Instagram aussi. Donc, J'essaye, pas tout le temps, mais j'essaye en tout cas, je le fais avec plaisir. Du coup, Léna, est-ce que tu veux bien nous présenter un petit peu qui tu es, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est pour toi le métier de commissaire d'exposition, de critique d'art et de cofondatrice de Mhm. Encore? Ouais, bah oui, déjà, Julie, un grand merci. Enfin, déjà pour toute cette introduction et aussi, c'est aussi le moment du coup de dire que ce que tu fais et ce que tu proposes est hyper intéressant et hyper nécessaire aussi, autant dans les autres, bah, justement, les autres rencontres que tu as pu mettre en place, où tu donnes aussi cette parole-là aux artistes. Là, avec ce nouveau format, c'est la parole aux actrices de l'art que tu proposes, mais aussi donner cette parole aux artistes, c'est vraiment hyper important et nécessaire. Donc voilà, merci. Et donc merci de me recevoir pour introduire ce nouveau chapitre d'Observatoire. Donc, alors, moi, ça fait, je peux dire un petit peu, je peux raconter un petit peu peut-être comment j'en suis arrivée là. Très rapidement, j'ai fait les beaux-arts pendant 3 ans. Je me suis ensuite redirigée vers de la direction artistique, du management de projets culturels. Et puis après mes études, j'ai travaillé en institution d'abord. Donc j'ai été chargée de projet performance au Palais de Tokyo et j'ai été chargée de programmation au Centre Pompidou. Et là, je m'occupais de tout ce qui était tous les événements liés à la parole, donc que ce soit les conférences, les rencontres, les lectures. Voilà, donc avec un background de programmation, mais institutionnel. Et à côté de ça, j'avais en fait déjà des projets de collectifs, d'assauts, où on organisait des expositions. C'était vraiment des projets étudiants, mais même après mes études, ça restait des projets un peu fous. On avait une association qui s'appelait La Carrosserie. On organisait des expositions, des solo shows dans des véhicules. C'était pas forcément que des voitures, mais à l'arrière de fourgonnettes, etc. Donc en fait, on a commencé comme ça, et parce que aussi ça répondait à une urgence pour nous de faire des expositions, ce désir de faire des expositions, mais à un moment donné où on n'arrivait pas en fait à trouver de lieu. On voulait ouvrir un lieu à cette époque-là avec mon asso, avec mes partenaires, mais on n'arrivait pas en fait à trouver le lieu idéal, et donc on s'est dit en fait très bien, on va faire des expos quand on veut, là où on veut dans Paris. Sans aucune contrainte, et ben on va le faire dans des voitures, dans des véhicules. Ça a commencé comme ça. Et puis ensuite, moi, de mon côté, j'avais cette envie en fait de mener aussi mon chemin de manière plus individuelle, avec des projets d'exposition qui m'étaient propres, enfin en tout cas des sujets que j'avais envie d'aborder. Et donc j'ai commencé à faire du commissariat en même temps que mon activité salariée au moment du Covid en fait. J'ai eu une chance extraordinaire de rencontrer au Centre Pompidou une personne que j'estime avoir été mon mentor à cette époque-là, qui s'appelle Jean-Max Collard, qui est le responsable du service de la parole, et qui lui m'a vraiment accompagnée et m'a donné à la fois les outils et la confiance nécessaires pour me dire ok, je peux me lancer.
parce que lui-même était aussi commissaire. Et donc, voilà, c'est rare, en fait, enfin, c'est suffisamment rare pour le dire, voilà, de tomber dans son parcours professionnel sur des personnes qui te donnent la confiance et qui te tendent la main et qui t'ouvrent aussi euh, des portes. Enfin, c'est-à-dire que voilà, on m'a donné des opportunités qui étaient dingues à cette époque-là. Et donc, je me suis lancée. Mon premier projet en solo, ça a été à Doc, qui est un artist run space qui est situé à Paris, parce que moi j'habite à Paris. Et en fait, voilà, c'était pendant le Covid, donc c'était une période hyper étrange parce qu'il se passait des choses. Enfin, les musées étaient fermés, les galeries étaient ouvertes, et en fait, sur les lieux alternatifs, il y avait un peu cette incertitude de est-ce qu'on a le droit d'ouvrir, est-ce qu'on n'a pas le droit d'ouvrir. Donc, on avait ouvert de manière un peu pirate, c'était sur rendez-vous. Et en fait, il y a eu quand même, l'exposition a eu un grand succès. Et voilà, c'est ça qui m'a lancée. Et tout ça pour dire pourquoi. Pourquoi le commissariat? Ben, parce que j'avais vraiment ce désir de travailler avec des artistes de ma génération aussi. C'était important pour moi. Euh, J'avais le sentiment que j'avais aussi peut-être un message qui moi, me nourrissait, qui me portait, et que je ressentais le besoin de l'exprimer. Je suis allée aux Beaux-Arts. La pratique plastique, c'était pas pour moi. C'était pas mon domaine, en tout cas. Et moi, la manière de m'exprimer et de faire passer mes messages, c'est par les expositions. Ça, c'est pour la pratique curatoriale, et c'est par le texte aussi, donc, parce que je suis aussi critique d'art, du coup. Donc voilà, c'est un peu deux volets, mais qui sont bien sûr hyper complémentaires et qui se croisent, hein. Donc commissaire d'exposition, curatrice, c'est sensiblement la même chose. Donc ça voudrait dire organiser des expositions, mettre en récit. Voilà, on pourra, s'il y a des questions, on pourra peut-être y revenir plus tard. Et critique d'art, c'est voilà la rédaction. En fait, là, on est vraiment dans quelque chose de très textuel. Donc, j'écris pour différents clients, entre guillemets, pour des artistes, pour des galeries, pour des institutions, autour d'une pratique artistique ou des textes d'exposition. Voilà. Et donc, pour terminer sur encore, il y a 3 ans, je rencontre une artiste qui s'appelle Margot Henry-Thieulhan, qui, elle, qui est basée à Biarritz, qui a un atelier incroyable dans un grand entrepôt à Biarritz. Et donc, voilà, on se rencontre, ça fait des étincelles, on s'entend super bien, on commence à travailler ensemble à ce moment-là. Et l'année dernière, elle me propose que l'on s'associe pour transformer son atelier, dans lequel parfois elle faisait des projets, mais sur des temps assez courts, d'un week-end, de quelques jours. Et là, de transformer cet espace en un lieu d'exposition avec une programmation à l'année. Donc Margot est fondatrice de Encore, et nous sommes maintenant 2 co-directrices à gérer ensemble toute l'association et aussi la programmation. Donc nous avons 3 expositions par an. Les expositions durent 1 mois, et on a une résidence d'artistes qu'on inaugure là en septembre. Et après, différents temps forts, des performances, des projections, des concerts, voilà. Et donc, voilà, globalement sur l'année. Super. Bon, merci pour cette présentation très complète et je pense qu'on voit déjà un petit peu le lien entre chaque casquette et pourquoi tu as eu envie de pratiquer euh, ces différentes activités. Quels seraient pour toi les points communs, les valeurs que tu retrouves Mmh. dans ton travail un petit peu partout? Euh, je dirais que après il y a
les valeurs qui, moi, me portent, que ce soit, enfin voilà, à la fois dans mon travail curatorial, mais aussi lorsque je collabore avec un ou une artiste pour l'écriture d'un texte, mais qu'on retrouve aussi chez Encore. Ça peut paraître très bateau de le dire, et pourtant c'est vraiment essentiel. Pour moi, c'est vraiment la bienveillance. C'est d'être vraiment dans une démarche de partage, de créer du dialogue et de créer du récit ensemble. C'est vraiment, enfin, le métier de commissaire ou de critique d'art, c'est un métier qui à la fois peut paraître très solitaire, et en même temps, où on travaille en réseau. En fait, c'est un métier qui n'existe pas si tu es tout seul. Tu es forcément, enfin, tu te nourris et tu collabores avec les artistes, avec d'autres actrices du milieu de l'art. Et donc, voilà, enfin, pour moi, c'est vraiment nécessaire d'être dans ce partage, d'être dans cette bienveillance-là. Tout à l'heure, je parlais de messages. Ben, voilà, moi, les messages, ou en tout cas les axes de recherche qui m'animent, si je devais, ou si on peut pas être thématique, si je devais en lister quelques-unes, je dirais voilà, réfléchir à l'intime comme un espace politique, parler d'entraide et de pratiques collectives, donc toujours dans cette idée, voilà, de faire récit ensemble, de faire groupe. Les gestes aussi et les savoirs qui sont liés aussi au temps long. Voilà, un peu dans une réflexion autour de la décroissance. C'est des choses qui m'animent, et aussi attachée à une vision assez enthousiaste de la magie, et en fait comment réactiver des espaces et des pratiques un peu magiques dans nos vies, et du coup à travers l'art aussi. Et pour Encore, on a listé aussi, en tout cas, il y a 5 axes qui viennent colorer la programmation à l'année. Il y a le soin, la communauté, encore une fois, la transmission, l'empouvoirment, qui est un terme en anglais, empowerment, mais en français, ça ferait empouvoirment, et le réenchantement. Donc, tu vois, que ce soit dans ma pratique à moi ou avec Encore, de toute manière, c'est des choses qui sont très... voilà, ça marche en système, et forcément, on y met de nous aussi dans ce projet, dans Encore. Donc, Oui, il y a beaucoup d'humains en tout ouais. cas, et beaucoup d'échanges avec les artistes, j'imagine, pour s'assurer justement qu'il y a cette bienveillance et cette vision commune euh, du, comment dire, du monde qu'on souhaite façonner ensemble, quoi. Complètement, vraiment la rencontre, en fait. C'est vraiment un ciment, en fait, de ma pratique, en fait. C'est voilà, les rencontres fortuites, les rencontres professionnelles qui deviennent des affinités ensuite amicales aussi, et la manière dont aussi nos sujets, les problématiques se rencontrent elles aussi, et nous emmènent ailleurs, et alimentent nos récits. Voilà, tout ça, c'est vraiment, ça crée une base solide dans mes recherches, en tout cas. Ok, et sinon au niveau pragmatique, quels sont les critères, entre guillemets, pour pouvoir collaborer avec toi, participer à une exposition que tu organises? Comment est-ce que tu sélectionnes Ouais. les artistes? Alors, je dirais, alors je pense que là, typiquement, je vais répondre moi en mon nom, parce que j'imagine que chaque curateur, chaque curatrice ont une vision très différente de leur travail. Je pense que déjà, on n'aurait pas tous la même définition de notre métier aussi. Moi, personnellement, j'ai pas un médium de prédilection. Je ne regarde pas que de la peinture, ou je ne regarde pas que de la photo ou que de la sculpture. Je vais plutôt enfin voilà, moi, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt des thématiques et des artistes dont les axes de recherche coïncident avec les miens, et ceux dont je parlais voilà, juste avant. Intuitivement, forcément, je vais être
sensibles plastiquement à certaines formes plus que d'autres. Mais voilà, parce que évidemment, intuitivement, il faut que ça nous plaise. Hein, il faut que esthétiquement, il y ait quelque chose qui se passe, qu'il y ait une émotion qui naisse. Mais je dirais que la réflexion, elle est tout aussi importante. Enfin, le contenu et la réflexion est tout aussi important que la forme plastique. Moi, j'envisage vraiment à la fois le métier d'artiste et le métier de commissaire. Enfin, pour moi, la part de recherche, elle est vraiment à 50% aussi importante que la part de production, en fait. Donc voilà, c'est vraiment... je vais vraiment m'intéresser à des artistes avec lesquels je partage des axes, des sujets, des recherches. Après, plus que des critères, je peux te dire un peu comment moi je procède. Déjà, il y a un gros travail de veille, c'est-à-dire, voilà, toujours rester un petit peu à l'affût des expositions qui se passent en ce moment, enfin l'actualité culturelle et artistique déjà en France, déjà c'est déjà pas mal. Après on élargit, hein, mais déjà en France, donc des expositions dans lesquelles je me déplace, qui me permettent de découvrir des artistes. Et même si je peux pas me déplacer, en tout cas voilà, prendre connaissance des dossiers de presse, lire un maximum d'informations sur le sujet. Les réseaux sociaux aussi a un rôle majeur. Ça paraît bête de le dire, mais pourtant je pense qu'il faut pas sous-estimer l'importance des réseaux sociaux, qui est une véritable vitrine pour les artistes aujourd'hui. Je passe beaucoup, entre parenthèses, trop de temps sur Instagram. Mais, Me too. voilà. Mais bon, je me rassure en Ouais. disant que allez, 80% de mon contenu est un contenu artistique. Après, il y a un peu de resto et un peu de voyage, mais voilà, et aussi des rencontres. Enfin, encore une fois, on en revient, mais des rencontres en live, je veux dire, aller à la rencontre d'artistes. Donc, ça marche dans les deux sens. Soit moi, j'ai un projet d'exposition, une thématique, je sais pas, disons un truc bête et méchant. Voilà, je vais faire la thématique, c'est l'eau, la symbolique de l'eau. Et donc, je vais, moi, contacter des artistes qui vont travailler autour de cette thématique-là, quel que soit leur médium, donc, quel que soit, enfin voilà, peinture, photo, etc. Mais en tout cas, que je vais rassembler autour de cette problématique-là. Et parfois, ce sont des artistes que je connais qui vont m'inviter à collaborer. Alors, ça peut être dans le cadre d'un texte ou dans le cadre d'une exposition qu'on leur a proposée. Par exemple, on leur a proposé un solo dans une galerie et donc ils vont penser à moi pour faire le commissariat de leur exposition. Ça marche vraiment dans les deux sens. Et donc, je peux pas vraiment donner de réponse très précise à ta question parce que, en fait, il y en a pas vraiment. Il y a quand même il y a un gros travail de recherche et de prospection de mon côté, histoire d'avoir un peu un panel et un espèce de catalogue mental d'artistes que j'apprécie, enfin, dont j'apprécie la pratique, qui est en constant évolution, ce catalogue, et ça, il se développe tout le temps. Et après, selon les projets, voilà, je compose un petit peu avec les artistes que j'ai en tête. Ok. Je préviens juste que j'ai une limite de temps, c'est très drôle sur les réseaux sociaux, ça va pas couper, mais à un moment donné, je vais faire un truc bizarre sur l'écran. Ne t'inquiète pas. Ok. Voilà. Et de quoi? Je me retrouverai peut-être toute seule à un Non, moment donné, et je non, non. ferai c'est pas grave. Mais ne t'inquiète pas si je fais une tête bizarre. Mm. Merci pour ces clés de réponse. Et du coup, est-ce que tu as d'autres choses à dire pour conseiller des artistes qui cherchent à se démarquer, à se faire remarquer par les professionnels de l'art, que ce soit les commissaires, les galeristes, les agents? Mhm. Oui, bah oui. Mm. C'est vrai que, enfin, il y a beaucoup d'artistes sur le marché, mais de la même manière, il y a aussi beaucoup de critiques, beaucoup de commissaires. Enfin voilà,
c'est un secteur en expansion, n'est-ce pas? Là encore, je dirais, il n'y a pas de formule magique. Ça serait beaucoup trop simple. Et vraiment, enfin, j'imagine que toi aussi, en fait, dans les formations et dans l'accompagnement que tu proposes aux artistes, c'est des questions qui reviennent tout le temps de comment attirer l'attention, comment se démarquer. Et moi, c'est des questions qu'on me pose aussi souvent. Il n'y a pas de formule magique. Par contre, il y a quand même des outils qui sont à la disposition de tous et toutes et qui méritent d'être, comment dire, soignés et mis en avant et mis à jour aussi. Ouais. Le premier, enfin, je sais c'est pas forcément par ordre, c'est pas forcément, il n'y a pas d'ordre forcément, mais celui auquel je pense, ça serait le portfolio, déjà, tout simplement. Le portfolio est nécessaire, je dirais, qu'il soit en version papier ou numérique, avec quand même une préférence pour le format numérique, parce que nous sommes à l'ère du digital et que maintenant c'est aussi sur le digital que ça se passe. Peut-être qu'on peut aussi rappeler le rôle d'un portfolio. On en parlait hier avec une artiste qui nous disait moi j'aime bien garder un peu de mystère dans mon portfolio qui sont un peu énigmatiques. Moi je dirais non. Un portfolio doit être clair, fluide, efficace. C'est un outil de communication. Les personnes, ça je le dis voilà, bah, pour les artistes qui sont en train de nous écouter, mais les personnes qui vont lire votre portfolio, possiblement ils et elles en ont, enfin on leur en envoie beaucoup, ils et elles en lisent plusieurs par semaine. Donc voilà, il faut que ça soit fluide, il faut que ça soit clair, c'est vraiment le rôle du portfolio. Comme on disait, ne pas sous-estimer le rôle des réseaux sociaux comme outil de communication. Je crois que d'ailleurs tu fais une formation là-dessus, sur ce sujet. Oui, merci. Voilà. Avec la réserve des arts, j'ai vu qu'il passait à un moment d'ailleurs sur le live à On les Pantin en juin, ouais. Ok, donc allez tous et toutes faire cette formation. Non, mais vraiment, c'est voilà. Et puis en fait, tant mieux en fait de prendre cet outil de divertissement en grande partie gratuit pour un vrai outil de communication, une vitrine. Après, chacune choisit comment l'utiliser, mais avoir une page dédiée pour sa pratique, ben c'est pas mal. Voilà, essayer de la mettre à jour, de ses nouvelles expos, de ses nouveaux projets, trouver un rythme entre des vues d'exposition et des vues d'œuvres dans l'atelier. Enfin, tu raconteras ça beaucoup mieux que moi quand tu feras la formation à la réserve des arts, mais voilà, en tout cas, un petit spot réseaux sociaux. C'est pas le cas de tous et toutes, mais avoir un site internet, moi, je sais que c'est quelque chose que j'apprécie. Aussi, euh, pour des artistes. Pardon, Instagram, le réseau social, c'est bien. Mais moi, je trouve que c'est pas, ça montre pas tout, ou alors, voilà, on est quand même sur quelque chose, une grille qui est c'est une lecture très codifiée. Le site internet, moi, je trouve que c'est vraiment un atout et c'est pas forcément une obligation, mais moi je trouve ça quand même important si on peut se le permettre parce qu'un site internet n'est pas tout le temps gratuit. Il faut payer le nom de domaine, etc. Mais voilà, moi je sais qu'en tant que commissaire, voilà, je regarde l'Instagram de l'artiste, mais très vite je me sépare d'Instagram, je me détache d'Instagram pour aller vers son site internet ou au minimum son portfolio. Donc voilà, ne sous-estimez pas non plus le rôle du site internet dans votre démarche et dans la manière dont vous communiquez sur votre travail. Ensuite, que dire d'autre? La newsletter. Là, je te fais vraiment
un listing, parce que tu m'avais envoyé les questions à l'avance, donc j'ai pu y Ouais, réfléchir un petit peu. parfait. Alors, j'aurais dû avoir, tu sais, un Un paperboard tableau, pour oui. faire. Et facilitation graphique, tu sais, Ouais, derrière. on vous enverra le PowerPoint à la fin. Grégory, ne t'inquiète pas, je te vois. J'ai trop la flemme de faire un PowerPoint, pardon, mais c'est fou. Non, non. Je le réserve pour les formations payées, ça. Ouais, donc la newsletter, de la même manière, enfin pareil, hein, c'est un retour d'expérience. C'est moi en tant que commissaire, ce que je trouve qui marche bien quand je reçois une communication d'un ou d'une artiste, tu vois. Mais j'ai parfois des artistes qui m'envoient leur newsletter, donc par mail. Et bah ça m'a, voilà, moi je suis sensible en fait. C'est hyper chronophage de faire des newsletters. On a l'impression que ça marche pas parce qu'on n'a pas de réponse. Les gens ne répondent pas aux newsletters et on a rarement un merci trop cool. Mais voilà, moi je prends le temps de lire les newsletters qu'on m'envoie. Ça me fait plaisir de voir que tel ou tel artiste participe à telle ou telle exposition. Voilà, une newsletter, il faut que c'est un mail, il faut que visuellement ça soit un peu impactant. Peut-être un visuel, l'affiche de l'exposition à laquelle vous participez, les informations phares. Euh, Pas un mail trop long, mais voilà, c'est un mail, enfin newsletter quoi. Voilà. Il y a des Et templates qui existent, du ouais, coup, alors c'est assez facile à faire et à faire compléter, quoi. à ça, moi j'écris toutes mes newsletters, mais oui, je crois que comme tu le dis, il y a des choses très bien faites pour ça. Ouais. Tu utilises quoi? Enfin, Euh, qu'est-ce que tu conseillerais? Moi, je suis sur Wix pour mon site internet. Ça coûte Ouais. pas très cher. Il y a des templates aussi prêts à l'emploi, donc Mhm. il y Ah, a juste à. on parle de site internet, je pensais qu'on parlait de Ouais. newsletter. Bah Oui, oui, bien sûr. pareil en fait. Et Ouais, du ouais. coup, la newsletter est reliée à Wix. Ok, ok, d'accord. Très bien. Ça fait Mhm. partie du service de Wix et ils appellent ça Ouais. email marketing. Voilà. Et moi, mon site internet, je le paye, voilà, enfin, un tips, comme ça on fait un petit retour d'expérience. Ouais. Je le paye 99 € par an, je crois. C'est sur Cargo Collective. Et en vrai, je le trouve assez intuitif. J'avais Wix avant. J'aimais bien, et là, je suis passée à Cargo. Je trouve ça pas mal aussi. C'est un peu plus compliqué au démarrage. Mais par contre, après, c'est assez facile à utiliser. Et voilà. Mm. Et comme tu le dis, il y a des templates qui existent. Après, en fait, c'est un peu que des cases à remplir. Ouais. Ça peut prendre un peu de temps à mettre en place un site internet, mais si vous avez quelques soirées à y consacrer et potentiellement 100 € à l'année à mettre dedans, ben, en vrai, c'est pas mal quand même. Ouais, et puis il y a toujours de l'aide à côté, des personnes qui peuvent donner des conseils, aider sur les aspects techniques, Dont faire un retour. De quoi? c'est le métier aussi, il y a des gens dont c'est le métier. Donc c'est le métier. Ah, pourquoi j'ai dit ça? Non, mais oui, voilà, moi, par exemple, je peux aider là-dessus. Après, c'est vrai que je cherche toujours les astuces gratuites. Là, je suis pas dans une démarche commerciale en train d'essayer de vendre le truc, mais Ouais. effectivement, moi, par exemple, je peux aider là-dessus et je peux recommander des personnes qui le font, des graphistes, des web designers, des choses comme Mhm. ça. Donc, merci de le rappeler. Effectivement, il y a des personnes dont c'est le métier encore aujourd'hui, malgré tout ce qu'on trouve en intelligence artificielle de disponible. Mais bon, c'est un autre sujet. Ça me fait On est penser que encore. peut-être, oui, il y a encore des choses à faire avec nos cerveaux à nous. Ok, merci pour tout ça. Est-ce que tu avais autre chose à donner comme tips? Ouais, un dernier tips auquel je pensais, c'est quand vous êtes dans une phase de prospection ou de démarchage. Finalement, quel que soit l'acteur ou l'actrice culturelle que vous souhaitez démarcher, enfin le profil, je veux dire, que ce soit un curateur, une curatrice ou une agente, que sais-je, je préconiserais de vous renseigner en amont sur leur projet, sur le fil rouge de leur recherche ou de leur démarche, pour vous assurer qu'il y a un lien entre votre pratique et la leur et leur démarche, parce que mieux vaut 10 mails bien pensés
bien ciblé que 50 mails envoyés à la chaîne avec un Madame, Monsieur. Voilà, enfin, je reçois les deux cas de figure. Forcément, on est plus sensible à quelqu'un qui a pris le temps de justement regarder votre site internet, rebondir sur la présentation que vous pouvez faire sur votre site ou alors sur les projets que vous avez faits. Quand moi, on me dit, j'ai vu que tu as fait telle expo et la thématique que tu as abordée, elle coïncide grave avec ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment, bah forcément, ça attise ma curiosité et j'ai davantage envie d'aller ensuite diguer un peu et de rencontrer l'artiste que les mails où on me dit bonjour, voilà mon portfolio, je serais ravie de prendre un café sans d'autres introductions et préliminaires. Ouais, ouais. Carrément, bah oui, en fait, c'est une phrase que j'aime bien, à force de vouloir plaire à tout le monde, on ne plaît à personne. Mhm. Et du coup, bah, vaut mieux faire un entonnoir, puis ouvrir plus tard dans la prospection, mais viser d'abord vers les évidences, en fait. C'est ce que je conseille à mes artistes tout le temps, c'est aller vers les personnes avec qui vous sentez des affinités vraiment confirmées en termes de valeurs, d'esthétique. Et si ça ne marche pas, peut-être qu'il faut essayer d'autres biais pour entrer en contact avec eux. Il n'y a pas que l'email, il y a aussi LinkedIn, Ouais. il y a aussi se déplacer. Mhm. C'est vrai, alors je sais que, par exemple, après, je sais pas, moi j'ai envie de dire, enfin, je n'ai pas l'impression tant que ça que c'est notre génération, mais on n'a pas parlé de TikTok, par exemple. Il y a aussi, pour certains artistes, c'est un vrai outil, au même titre qu'Instagram. Voilà, c'est encore d'autres codes, d'autres manières de communiquer. Là, je suis incapable d'en parler parce que j'y ai juste jamais mis les pieds, mais voilà, enfin, il y a plein de canaux possibles. Hmm. Et, voilà. Ok. Mais ouais, en tout cas, juste, euh, c'est vrai. Et en même temps, enfin, comment dire, le travail, une pratique artistique dans une volonté de se professionnaliser, elle est vraiment couteau suisse. Mais encore une fois, c'est pareil pour les. Il y a la pratique, il y a le temps de production artistique et je sais pas, on pourrait faire un camembert et essayer de voir quel temps est à accorder à quelle partie de son travail. Mais donc il y a ce temps de production à l'atelier, par exemple. Il y a un temps, moi, que j'estime tout autant important que la production, c'est le temps de recherche Hmm. avant de se lancer sur la production. Et il y a quand même un temps à conserver pour la partie administrative, mais aussi la partie communication, prospection. Et c'est pas, on va pas se mentir, hein, c'est pas c'est plus sympa d'être à l'atelier que d'envoyer des mails, mais dans une volonté de se professionnaliser et de diffuser son travail, il faut pas sous-estimer ce temps-là. Et si on ne sait pas le faire soi-même, s'entourer pour, voilà, pour avoir les armes et les outils nécessaires pour réussir à le faire. Carrément. Il y a eu des petits soucis de connexion. Est-ce que vous pouvez me dire si vous nous voyez bien? Parce que Léna, ça a bugué un petit peu à un certain moment. Tu es en 4G ou en Wi-Fi? Je suis en 4G. Ok. Voilà, si vous pouvez juste nous dire si tout est OK pour vous, son image, dans les commentaires. Et aussi nous dire si vous avez des questions. On essaiera de trouver un moment pour y répondre. Voilà, n'hésitez pas, les personnes qui sont en direct avec nous ce soir. Et sinon, pour les personnes qui regarderont en replay, vous pourrez laisser des commentaires et on vous répondra au mieux en dessous. Ok, on me dit que c'est bon pour la vidéo et le son. Merci. Je reprends ma petite liste de questions. Oui, alors du coup, là, on parle euh, d'exposition. Comment trouver des manières d'exposer en ciblant les professionnels du marché. Mais quelles sont pour toi les autres
manière de pouvoir exposer ces créations aujourd'hui. Ouais. Oui, parce que tout ça, comme on avait pu en parler, ça vient de ton côté d'une réflexion de finalement l'exposition, on va dire, classique en galerie, par exemple, n'est pas le seul biais, enfin c'est ce que tu disais, n'est pas le seul biais possible pour C'est diffuser ça. son travail. Vraiment, c'est le cas. Enfin, c'est le cas. Je veux dire, c'est pas le cas justement. Vraiment, c'est pas le seul biais. Et j'ai envie de dire même d'autant plus maintenant, ces dernières années, ces dernières décennies. Par exemple, donc si on se disait que d'un côté il y avait l'exposition collective ou personnelle classique en galerie d'art ou en institution, et quand je dis institution, je veux dire centre d'art, musée, fonds régionaux, etc. Donc disons plutôt structure voilà, institutionnelle, publique ou privée. On met de côté. À part ça, qu'est-ce qui reste? Notamment justement sur des jeunes artistes, des artistes émergents, qu'on appelle aussi jeunes créations. Entre elles pourraient être, pour celles et ceux qui ont des studios, des ateliers, que ce soit des ateliers individuels ou collectifs, d'organiser des ouvertures d'ateliers, des open studios. C'est des moments qui peuvent vraiment être c'est des moments de rencontre, c'est des moments où voilà, alors soit vous pouvez le faire des open studios un peu publics pour tous et toutes, où vous invitez différents professionnels à venir, ou alors des rendez-vous individuels où vous contactez tel ou tel curateur, curatrice à venir vous rencontrer. Mais ça peut être dans le cas d'un open studio ouvert à tous et toutes, ça peut être le temps d'un week-end. Vous faites une jolie com sur les réseaux sociaux, sur votre fameuse newsletter que vous allez mettre en place avec un template que Julie vous a proposé. et, et voilà. Et donc un open studio soit sur le week-end. Vous pouvez aussi proposer peut-être un petit déjeuner, un petit déjeuner pro ou voilà. Un goûter, j'en sais rien, dans vos open studios, mais voilà, faire preuve enfin, il faut être proactif, il faut faire preuve d'initiative. C'est pas évident dans nos pratiques parce que on est souvent livré à nous-mêmes. Comme on disait au départ, c'est des pratiques qui sont assez solitaires. Euh, alors, hormis ceux qui sont en atelier collectif, et encore, on peut se sentir aussi très seul en atelier collectif. Mais voilà, si les opportunités, tout ça pour dire finalement, si les opportunités ne viennent pas à vous, eh bien, créez vos opportunités. Et de la même manière que moi, j'ai commencé en faisant des expositions dans des voitures, eh bien, ouvrez les portes de vos ateliers pour accueillir des pros dans vos ateliers. Ça peut être donc une première option. Une deuxième, ça serait de s'orienter vers des lieux d'exposition associatifs. Plusieurs ont le statut de ce qu'on appelle Artist Run Space. Un Artist Run Space, c'est un espace d'exposition dirigé par des artistes. Il y en a de plus en plus et justement cette mouvance des Artist Run Space, ça vient de cette nécessité justement et de cet état des lieux de on va faire les choses par nous-mêmes parce que parfois le milieu institutionnel, l'exposition institutionnelle nous paraît inatteignable. Donc on va pas attendre 5 ans avant qu'on nous propose une expo dans un centre d'art. Et bien voilà, on va organiser nos propres expos dans nos lieux. Et souvent, ces lieux associatifs, encore est un lieu associatif. Ces lieux associatifs, ces artistes run space, sont plus accessibles aussi justement pour la jeune création et pour voilà sont plus prescripteurs en fait, plus dans la recherche. On va être plus
Alors qu'un centre d'art va choisir des artistes qui sont déjà peut-être un peu plus avancés, qui ont déjà plus de notoriété, si on peut parler en ces termes. Euh, un lieu associatif va être davantage prescripteur là-dessus. Et ensuite, bon, on l'a dit, on va pas le répéter, les réseaux sociaux, comment diffuser son travail par les réseaux sociaux, par une page dédiée à sa pratique, c'est toujours mieux que de le mélanger avec les photos de ses neveux et de ses nièces. Et ensuite, peut-être qu'on peut aussi rapidement évoquer les différents sites internet sur lesquels vous pouvez retrouver aussi tous les liens vers les résidences d'artistes, les appels à projets, les appels à candidature. Ça aussi, en fait, ça peut être une manière d'être proactif dans sa pratique et d'aller chercher le projet en répondant, voilà, en allant faire des résidences, en allant répondant à des appels à projets. Je pense par exemple à Montrouge. Je pense, enfin, il y en a plein, mais là, je crois en ce moment c'est Montrouge, donc je pense à ça par exemple. Des salons, des festivals. Et voilà, il y a différents sites, on pourra peut-être les mettre. Je sais pas comment ça marche, mais je sais pas si on peut mettre des liens à la fin de la vidéo. Non, mais on peut mettre des noms en commentaire. Ah voilà. Et ben, alors, est-ce que je peux le faire comme ça? Non, mais on le fera, tu sais, une fois que la vidéo elle sera en live, Très bien, enfin parfait. en replay Ok, sur Instagram, très bien. si ça te va. Oui, non, je vais faire comme ce matin quand on faisait les tests et ça va. Ouais, non, on va pas Non, toucher. on touche pas. Donc voilà, en tout cas, il y a différents sites. Là, à l'oral, je pense à le site du CNAP, Ouais, donc le Centre national d'art plastique. ouais. Un site qui s'appelle CEAAC, un autre qui s'appelle PAC, Artistes en résidence, qui est un autre site internet sur lequel trouver des appels à projets. C'en est que quelques-uns parmi plein. Et peut-être juste par rapport à ça, rappeler que faire des candidatures, c'est extrêmement chronophage. Ça peut être déceptif. Euh, sur 15 candidatures, on peut parfois n'avoir qu'une réponse positive, voire pas de réponse positive. Donc peut-être se donner un nombre limité de candidatures par an. Moi, c'est ce que je me suis donné, parce que pour le commissariat d'exposition aussi, il y a des candidatures. Enfin, il y a des appels à candidature, des appels à résidence. Et j'ai été dans une période où je répondais à beaucoup, beaucoup de candidatures. Je passais mon temps à faire des dossiers. Parfois, c'est des dossiers de 20 pages où on te demande d'écrire une expo, en fait. Et tu sais même pas si tu vas être pris, mais il faut que tu écrives tout le projet, enfin, faire des scénos, c'est énorme. Et parfois, voilà, parfois pour rien. Alors, parfois enfin, j'ai parfois eu les projets, j'en étais très heureuse. Mais voilà, peut-être se limiter. Moi, ce que je me suis dit, c'est peut-être pas mal finalement de se limiter à, je sais pas, 5 candidatures qui sont hyper importantes pour toi dans l'année. Et comme ça, tu sais que tu vas passer du temps dessus, mais voilà, sans te noyer sous la charge de travail non plus. Oui, je te rejoins là-dessus parce qu'effectivement, parfois on s'éparpille. C'est encore ce que je disais par rapport à l'entonnoir, aller vers les évidences et surtout candidater aux choses où vous êtes éligible parce qu'il y a par exemple le CNAP qui ne vous prendra pas si vous n'avez pas fait d'exposition solo. Mhm. Donc, bien lire Ouais. les critères avant de se lancer dans la rédaction d'un dossier pour ensuite revenir sur les critères d'éligibilité et se dire, ah, mais j'ai fait tout ça pour rien. Mhm. C'est jamais pour rien dans le sens où ça prépare aux autres candidatures aussi tout ce travail-là, puisque c'est quand même souvent les mêmes éléments qui sont demandés à part la lettre de motivation ou la présentation du projet qu'on veut mettre en avant via la candidature. Merci pour toutes ces clés super précieuses, Lina. Il nous reste 10 Mhm. minutes, du coup, j'active un petit peu sur la suite des questions. J'aimerais qu'on parle un petit peu plus du métier de critique d'art. Est-ce que, du coup, en tant que critique, tu vas écrire donc des critiques pour des médias, pour des institutions? Mhm. Est-ce que tu vas aussi écrire des biographies, aider les artistes à écrire leur démarche artistique? Qu'est-ce que c'est le métier de critique d'art concrètement? Ouais, je peux t'expliquer un petit peu comment ça marche. Comme je disais tout à l'heure, en fait, ça peut être dans les deux sens. Enfin, je veux dire,
le canal d'invitation peut être assez différent. Parfois, ce sont des artistes qui me contactent eux-mêmes, elles-mêmes, parce que ils et elles en sont à un moment de leur pratique où ça devient nécessaire d'avoir un texte sur sa pratique. Écrire sur sa pratique, c'est pas forcément évident. Parce que, j'en parlais encore hier avec une artiste, mais parce que quand notre moyen d'expression ou la peinture, mettre des mots sur... Enfin voilà, en fait, l'expression ne vient pas par les mots. Et donc, se rattacher à un moyen d'expression rédactionnel, ça peut paraître parfois contre nature ou un peu bancal, ou voilà, on ne sait pas comment s'y prendre. Et en plus, ça veut dire parler de soi. Donc, déjà la question qui revient toujours, c'est est-ce que je parle à la première personne ou est-ce que je parle à la troisième personne? Au moins, quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait, il n'y a pas ce problème-là. Et d'ailleurs, voilà, pour soulever le mystère, si c'est l'artiste qui écrit sur son travail, moi je trouve ça bien de parler à la première personne. Voilà, ça évite de jouer une forme d'artificialité, alors que voilà, c'est vous qui expliquez votre travail. Donc moi je conseillerais plutôt d'écrire à la première personne. Et donc les personnes qui font appel à moi, ça peut être, comme je disais, des artistes ou des galeries ou des institutions. Dans tous les cas, ensuite, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que je vais rencontrer l'artiste. On va faire une rencontre dans son atelier, au milieu de ses œuvres. Très très rarement, il n'était pas possible de se déplacer, mais vraiment dans la majorité des cas, on se déplace. Et s'ensuit une discussion qui peut durer entre 1 et 2 heures à peu près. Où là, je demande à l'artiste de vraiment, enfin souvent voilà, j'ai un peu bossé mon sujet avant, je connais un peu la pratique et j'ai déjà un petit peu des questions comme tu es en train de le faire. J'ai déjà un petit peu voilà, des questions en tête qui me sembleraient intéressantes pour ensuite moi me permettre d'écrire. Donc voilà, on va parler à la fois de son parcours, de sa technique, de ses recherches, de ses références aussi. C'est important, moi c'est quelque chose que j'aime bien. Souvent je dis à l'artiste, quand je le ou la rencontre, je lui dis t'es pas obligé de me les donner maintenant, tes références, mais réfléchis-y. Et si tu peux m'envoyer un petit message par la suite, et ça peut être, quand je dis référence, c'est pas, je sais pas, c'est pas moi, enfin c'est pas Chagall ou j'en sais rien, Joseph Beuys. Non, ça peut être un livre, ça peut être un film. Enfin, par exemple, j'ai écrit il y a 1 ou 2 ans sur un artiste qui avait tout un projet inspiré de ce courant littéraire qui est la Robinsonade, un peu ces romans d'aventure à la Robinson Crusoe avec des îles désertes, etc. Moi, je trouve ça super de pouvoir rentrer dans la pratique d'un ou une artiste voilà, par une référence littéraire ou je sais pas. J'avais fait une exposition il y a quelques années qui prenait comme terreau une chanson de The Cure. Et je trouve ça intéressant de faire des liens aussi. Donc bon, voilà. Donc voilà, il y a tout ce moment de rendez-vous qui dure 1 à 2 heures. Et ensuite, c'est un travail voilà, plus solitaire où je vais... Déjà, j'ai enregistré tout l'entretien aussi. Donc, je réécoute l'entretien, je prends des notes. Ensuite, je retranscris, en fait. Et ensuite, voilà, ensuite, j'écris... alors, il y a plusieurs types de textes. Ça peut être un texte vraiment général sur la pratique, où on essaye un peu de faire un panel, voilà, un peu de naviguer partout dans la pratique, ou alors ça peut être, je sais pas, sur un projet en particulier, sur une exposition en particulière. Donc on va être, enfin, je vais essayer d'être plus ou moins précise selon l'objet de la demande.
un peu oublié la question initiale, je sais pas si La, j'y ai répondu. la question, c'était si tu faisais ça pour des médias, pour des institutions, pour les artistes directement. Donc, tu as répondu Ouais. sur l'aspect artiste. Et pour ce qui est des... Alors, tu fais ça pour eux, j'imagine, pour qu'ils puissent présenter leur travail dans leurs outils de communication, etc. Mais tu vas le faire aussi pour les institutions qui accueillent les artistes. Ouais, ouais, c'est ça. Et ça va pas être. Enfin, si, en fait, c'est sensiblement la même chose, mais un texte, ça, comme tout travail, ça a un coût aussi. Donc parfois les artistes que je disais, et parfois les artistes me contactent d'eux-mêmes, d'elles-mêmes, parce que bah, c'est par exemple pour une candidature ou dans un portfolio. C'est vrai que c'est assez sympathique d'avoir un texte écrit par une tierce personne en fait. Donc voilà, parfois les artistes qui le souhaitent et qui le peuvent me contactent eux-mêmes, elles-mêmes. Et puis je travaille aussi avec par exemple, je sais pas, une galerie qui va commencer à représenter, donc commencer une nouvelle collaboration avec un ou une artiste. Et donc qui va me contacter en me disant, bah tiens. Voilà, à partir de maintenant, je représente une telle. Elle n'a pas encore de texte de présentation de son travail. J'aimerais, enfin voilà, est-ce que tu peux écrire sur son travail? Donc ça peut être aussi dans ce cas-là, de la même manière, ou une institution, ça par exemple, ça peut être dans un catalogue. L'institution fait un catalogue sur une exposition et va me demander d'écrire dans le catalogue, par exemple. Ok, Voilà. super. Donc, Merci, c'est ouais, beaucoup plus clair. avec plaisir. Hmm. Est-ce qu'il y a des questions, vous qui êtes là en live, surtout sentez-vous libre d'écrire les questions en commentaire, parce que je vois rien s'afficher dans la partie questions, parce qu'il y a une partie questions sur Instagram aussi. Donc si vous en avez, allez-y, il nous reste encore 3 minutes. Sinon, je vais poser ma dernière question à moi. Ah, il y a une question qui vient d'arriver. Que conseillez-vous quand on n'a pas un parcours académique, c'est-à-dire quand on n'entre pas dans les cases du jeune artiste? Euh, alors, mon premier conseil, ce serait de ne pas se comparer. Parce que j'ai conscience et je sais que certains ou certaines artistes peuvent avoir l'impression que leur parcours n'aurait pas autant de valeur que le parcours d'un autre ou d'une autre parce que voilà, il n'y a pas eu les beaux-arts de Paris ou les arts déco sur leur CV, etc. La première chose, c'est de ne pas se comparer. Tous les parcours sont différents et le parcours académique n'égale pas qualité du travail artistique. Ça peut donner des outils, ça peut donner des techniques plastiques, artistiques, de production, euh, mais euh, enfin pas tout le temps et bien sûr et encore heureux. Et ensuite, bah, on en avait parlé. Enfin voilà, c'est un peu tout ce qu'on a dit pendant cet entretien et cet échange avec Julie, mais qu'on ait un parcours académique ou pas, ça n'empêche pas de faire une newsletter, de faire des ateliers, enfin des open studios dans son atelier, de faire un site internet si on le peut, enfin que je sais plus qu'est-ce qu'on a dit, d'avoir un portfolio à jour, d'avoir un portfolio clair et efficace. Voilà, pour moi, il n'y a aucune différenciation. Ce qui peut être davantage plus dur, c'est cette impression d'être outsider, on va dire, et cette impression de pas être dans le game ou de pas avoir la même référence que les autres. Euh, et donc là, pour ça, par exemple, mon conseil, ça serait peut-être de privilégier, d'intégrer des ateliers collectifs, par exemple. En tout cas, de favoriser le lien et favoriser la connexion à d'autres artistes
voilà, qui ensuite donneront lieu à des connexions avec d'autres professionnels du monde de l'art. Et de manière générale, enfin, c'est ce que je disais, moi, c'est des sujets qui m'intéressent aussi, mais se regrouper, les pratiques collectives, l'énergie collective, s'unir, en fait, pour moi, c'est quelque chose de hyper important et voilà, et je le conseille à tout le monde. Oui, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que tout seul dans son atelier, qu'on ne peut pas forcément ouvrir au public parce que c'est dans son salon, chez soi, on est très limité. Donc, il faut vraiment tout tenter pour avoir un espace dédié Ouais. au maximum et pouvoir accueillir dedans. Et il y a toujours des choses à valoriser dans vos parcours aussi, des ponts à faire entre vos vies d'avant, entre guillemets, et les vies d'aujourd'hui. Moi, j'accompagne beaucoup les artistes là-dessus à faire un storytelling, comme on dit en anglais, marketing, etc., qui soit séduisant, c'est-à-dire qui je suis depuis le début de mon parcours et comment j'en suis arrivée là où je suis aujourd'hui. J'ai pas un parcours académique, mais j'ai un parcours à valoriser. Et aujourd'hui, euh, si mon travail il est puissant, c'est aussi grâce à ça. Je voulais rajouter aussi que je pense que ce serait bien d'arrêter de dire qu'on est autodidacte parce que ça se voit tout de suite en fait dans vos CV, dans vos biographies si vous êtes autodidacte. Donc autant pas se tirer de balles dans le pied. Oui, Parce pardon. qu'il y a des gens, je sais pas pour toi, Léna, mais pour qui c'est bête et méchant, ils vont autodidacte, ils regardent pas la suite, quoi. Oui, oui, non, je pense que c'est pas une information qui est nécessaire, qui peut, comme tu le dis, c'est vrai que ça peut desservir. Entre nous, hein, mais il y a un défaut, parfois bien au cours académique, peut aussi être limitant, ou en tout cas normalisant, ou je sais pas comment dire, mais par exemple, voilà, donc je disais au départ, ah, les gens n'entendent pas. Est-ce que c'est moi qu'on n'entend pas? Ouais, il y a un problème de connexion, mais ça l'a fait plusieurs fois depuis tout à l'heure. C'est pour ça que je demandais s'il y avait un souci, mais là, ça a l'air d'être revenu. Là, ça va? Ouais, Ok. c'est bon. Merci. Euh, donc, je disais que le parcours académique n'est pas forcément le Graal ou la solution et ne pas avoir un parcours académique, pour moi, je ne l'estime pas comme quelque chose, un inconvénient ou un défaut, parce que le parcours académique peut aussi être contraignant ou très normalisant. Donc voilà, j'allais donner cet exemple. Je disais au début de notre échange que j'ai commencé mon parcours par faire les beaux-arts. Donc j'ai fait 3 ans de beaux-arts, donc ce qui équivaut à une licence et pas les 5 ans, parce qu'ensuite je me suis un petit peu réorientée. Mais quand je suis rentrée aux Beaux-Arts, je faisais de la peinture, comme beaucoup d'autres étudiants et étudiantes. Et quand on est arrivé, on nous a dit non, mais la peinture, donc c'était en 2016 à peu près, on nous a dit non, mais la peinture c'est mort, il faut pas faire de la peinture, faites de l'install, faites de la performance, etc. On s'est tous mis à arrêter la peinture à ce moment-là. Et en même temps, c'est tant mieux parce qu'on a testé d'autres choses vers lesquelles on ne serait pas allé forcément. Mais le parcours académique peut être aussi donne parfois tellement d'outils que ça peut en devenir limitant et on rentre dans une case, enfin dans notre pratique, on rentre dans une case. Donc voilà, je pense que vraiment, il faut vraiment voir le positif quand on n'a pas un parcours positif académique, c'est que vous avez cette liberté-là de ne pas avoir été mis dans des cases et
voilà, encadrer. Endocrinés. Exactement. Bon, le mot est un peu fort, hein, mais on me comprend. Bon, alors on est en train de dépasser, donc je voulais juste poser une dernière question. Est-ce que tu veux bien nous dire un mot sur l'exposition en cours à Encore? Mais oui, avec grand plaisir. Donc on a une exposition qui a ouvert le 12 avril à Encore et qui dure jusqu'au 5 mai. C'est une exposition qui s'appelle Sous nos langues grondent nos murmures. J'ai d'ailleurs le catalogue de Ouais, je l'avais l'exposition. préparé à côté de moi, il a disparu, je sais pas où il est. Et merci. Il est arrivé jusqu'à moi en fait. Et, voilà, et en fait c'est une exposition bah, qui évoque la manière dont le langage, dont l'oralité participe à construire nos identités. Si je devais le résumer en un mot, ça serait voilà, une exposition sur l'oralité. On présente le travail de 4 artistes. Ash Love, qui vit et travaille à Bordeaux. Audrey Coupé de Kermadec, qui vit et travaille à Paris. Prunfi, qui vit et travaille à Marseille. Et Laure Subreville, qui vit et travaille entre Bordeaux et Lyon. Et donc d'ailleurs, à chaque exposition que l'on organise, on a toujours entre une ou deux artistes du territoire Nouvelle-Aquitaine. Voilà, c'est quelque chose qui est aussi important pour nous. Et donc l'exposition évoque bah, les mécanismes de transmission et la manière dont nos cultures, nos traditions, nos mémoires aussi transgénérationnelles bah, se transmettent par le chant, par la parole, par le langage et qui permet aussi bah, de créer du lien en fait entre nous tous et toutes. Voilà. Vous avez jusqu'au 5 mai pour venir voir l'exposition. Encore se situe à Biarritz, pas dans l'hypercentre, plutôt dans une zone autour, D'activité. une zone franche. Voilà. Et voilà. Et on est ouvert du jeudi au dimanche, les après-midi. Et si vous voulez regarder ce qui est installé, exposé, parce que vous ne pouvez pas vous rendre sur place en ligne, il y a tout ce qu'il faut sur Instagram, sur le Instagram d'Encore, c'est ça? Exactement. On a un Instagram dédié. Alors du coup, hyper mauvais élève parce que j'ai parlé de l'importance d'avoir un site internet et encore n'a pas encore de site internet. Mais c'est en cours là pour cette année. Mais en tout cas, oui, on a toutes les informations nécessaires sur notre page Instagram, carrément. Merci infiniment, Léna, pour tous ces beaux partages. C'est passé super Ouais, vite. c'est hyper vite en fait. Je resterai bien encore avec toi à discuter, mais bon, fin de journée, en plus, on est bien KO en cette période Ouais. de changement de saison et tout. On va s'économiser et on se dit qu'on fera ça plus tard. Et de toute façon, voilà, toutes les personnes qui sont intéressées par ces sujets-là, qui souhaitent les approfondir, vous pouvez nous contacter, Léna et moi. Donc Léna, je te laisse dire peut-être quel moyen tu préfères pour qu'on te contacte, parce que j'ai dit par MP tout à l'heure, mais c'était très personnel. Typiquement, quand on parlait d'avoir un réseau social dédié à sa pratique, mon Instagram donc n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par mail que vous trouverez mon adresse mail sur mon site internet. Donc voilà, je suis ouverte à vos questions. Super. Merci infiniment à toutes et tous d'avoir été là ce soir. Donc cette vidéo est disponible en replay. Dès la fin, dès que je coupe la vidéo, ça sera disponible en replay. Donc n'hésitez pas à l'envoyer à toutes les personnes avec qui vous avez envie d'échanger là-dessus ou des personnes que ça pourrait intéresser. Et aussi, sentez-vous libre de me proposer des profils d'acteurs et d'actrices culturelles que vous souhaiteriez voir en live avec moi pour approfondir vos connaissances. Je me ferai un plaisir de les recevoir.
Merci infiniment, Léna, pour ton temps, Et à toi, Julie. ta générosité. Et oui, c'était trop bien. Ouais, Merci et merci à tes commentaires là que je vois défiler. ouais, Trop mignon. ouais, c'est super. Merci beaucoup pour vos retours qui font chaud au cœur et qui donnent envie de continuer. Carrément. Très bonne soirée à toutes et tous et à bientôt. À bientôt. Salut Salut. Léna. Salut.